Bonjour à tous et bienvenue. On est ravis que vous soyez aussi nombreux ce soir. Et on va tourner en fait autour de Data Robot, qui est un outil qui commence à bien se faire connaître en France et qui est bien prometteur par rapport à toutes les problématiques de data science. Donc la présentation va être faite par Stéphane André, qui a rejoint Data Robot en 2018. En fait, ça va faire 3 ans que tu es chez Data Robot en tant que senior data scientist. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous peut-être prendre la main et nous expliquer un Ouais. peu à quoi Data Robot est une solution pertinente? Bah écoute, je vais partager mon écran. Bon. Merci beaucoup Régis pour l'introduction. Avant de démarrer, juste quelques mots au sujet de Data Robot. Data Robot, c'est une plateforme d'intelligence artificielle de bout en bout, donc depuis la donnée jusqu'à la valeur. Et ça passe par différentes étapes. La première, c'est le traitement de la donnée. Ensuite, ça va être la mise en place de modèles prédictifs, des modèles de machine learning, des modèles de deep learning. On va mettre en concurrence tous ces modèles. On va sélectionner le plus performant. Et ce modèle, on va le mettre en production. Vous allez voir qu'avec Data Robot, c'est ultra simple de mettre un modèle en production. Ça se fait en 2-3 clics. Et une fois que ce modèle est en production, on va pouvoir le monitorer, le manager dans le temps. Donc, faire son suivi. Dans ces conditions, on assure le cycle de vie complet des modèles de machine learning. Alors, le mieux pour vous montrer tout ça, eh bien, c'est de le faire au travers d'une démonstration. Alors, dans le cadre de cette démonstration, je vais utiliser un jeu de données public de la plateforme Lending Club. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lending Club, c'est une plateforme pair à pair qui réunit, alors il y a des investisseurs, il y a des emprunteurs, ça peut être des institutionnels comme des particuliers. Et donc, pour construire ces modèles, on va utiliser ce jeu de données. Donc, vous pouvez y avoir accès. Donc, dans ce jeu de données, on a pour chacune des lignes, ici, représente un prêt qui a été émis sur la plateforme. Et les colonnes sont les caractéristiques du prêt. Alors, on va retrouver le montant du prêt qui est demandé. On va trouver son taux d'intérêt, le grade qui lui est associé. Éventuellement aussi, on peut savoir où travaille l'emprunteur, depuis combien de temps il travaille, s'il est propriétaire ou locataire de son logement, quel est son revenu annuel, si les informations ont été vérifiées ou pas par Lending Club. On a également ici Title. Alors, Title, c'est intéressant, c'est l'objet tel que décrit par l'emprunteur du prêt. Après, on va savoir où il est localisé. On a aussi d'autres informations sur les prêts qu'il a en cours, etc. Ce qui s'est passé, les données historiques, les transactions. Et puis, on a cette colonne ISBAD qui nous intéresse. Finalement, ISBAD, ça nous dit si le prêt a fait défaut ou pas défaut. Donc, en l'occurrence, quand il y a un 0, c'est que le prêt n'a pas fait défaut. Et quand il y a un 1, eh bien, le prêt a fait défaut. D'accord? Alors, nous, on va se mettre dans… donc là, on a eu plein d'observations. Nous, on va se mettre dans la peau d'un investisseur. Il y a des nouveaux prêts qui ont été émis sur la plateforme. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est de construire un modèle prédictif qui va nous dire si ces prêts vont faire défaut ou pas. D'accord? Donc, on part d'un jeu de données historique avec des milliers d'observations. On va entraîner des modèles. Et ces modèles, on va les utiliser pour prendre les bonnes décisions, à savoir investir ou pas investir. D'accord? Donc, je reviens sur la page d'accueil de Data Robot. Ici, sur Data Robot, on peut, je dirais, charger les jeux de données de différentes manières. C'est assez flexible depuis une source, enfin, une base de données. Il suffit d'avoir un driver JDBC. Ça peut être depuis aussi un VPC, un Virtual Private Cloud. Il suffit de renseigner ici le lien URL, donc avec Amazon, avec Google, etc., etc. Ça peut être aussi sur Hadoop. Et puis, on peut avoir aussi notre fichier qui se trouve en local sur le PC et on peut faire un simple drag and drop. Et puis, on dispose également d'un catalogue de données. Donc, je vais cliquer ici sur le catalogue de données. Ce qui est intéressant avec le catalogue, c'est qu'on va pouvoir entreposer tous les jeux de données qui vont nous servir à créer des projets de machine learning. Donc ici, j'ai une certaine liste. Chacun de ces jeux de données, si je regarde le détail, alors par exemple, je vais aller chercher le jeu de données que je vous ai montré. Alors, c'est celui-ci, hop, démo, voilà. Donc ici, c'est le jeu de données qu'on a pu voir. Je vais aller sur l'onglet qui va bien. Voilà, donc ici, on retrouve le jeu de données que je vous ai montré au travers du fichier Excel. Eh bien, ce jeu de données, je peux le partager à mes collègues en leur associant des permissions et des droits.
Je peux également, donc c'est vraiment, voilà, l'intérêt aussi de la plateforme, c'est d'être vraiment collaboratif. C'est-à-dire que ici, en l'occurrence, je partage le jeu de données, mais j'ai également la possibilité de partager des projets, de partager des déploiements. Tout le long du cycle, vous avez cette capacité à, je dirais, interagir avec vos collaborateurs pour, eh bien, je dirais, une expérience optimisée. Depuis le catalogue et donc chacun des jeux de données, on peut également créer un projet. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je crée un jeu de données. Donc là, je vais… Alors, ici, j'utilise en l'occurrence la version Cloud Managed Data Robot hébergée chez Amazon à Dublin. Vous avez également la possibilité d'avoir Data Robot installé sur votre propre environnement. Ça peut être un VPC, ça peut être sur du bar métal ou sur des virtual machines. Donc, beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. Alors, ce qui s'est passé là, déjà dans un premier temps, il y a eu une première analyse exploratoire du jeu de données qui a été faite. Et puis, vous voyez, tout de suite, on est guidé. On voit qu'on nous dit quelle est la cible qu'on cherche à prédire. Donc, en l'occurrence, vous vous rappelez, c'est ISBAD, notre cible, c'est ce qu'on cherche à prédire. Est-ce que le prêt va faire défaut ou pas? Donc, il s'agit d'un problème de classification, en l'occurrence binaire, puisqu'en sortie, j'ai soit un 0 ou un 1. Sachez qu'avec DataRobot, on peut traiter du multiclasse jusqu'à 1000 classes. On a également la possibilité de traiter des problématiques de régression. Alors, régression, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez avoir en sortie une valeur numérique. Je vous donne un exemple. Dans le monde de l'industrie, est-ce que mon élément matériel va tomber en panne dans les 15 jours? Ça va être oui ou non, ça va être une classification binaire. Mais on pourrait aussi très bien prédire le nombre de jours avant que l'élément matériel va tomber en panne. Et ça, ce serait sous forme de régression. On a également la capacité de faire du multilabel, donc plusieurs, par exemple, si vous avez des images, on peut très bien imaginer que ces images appartiennent à différentes classes. Et bien, ça, c'est ce qu'on peut chercher à prédire. Et puis, on a également un module de série temporelle qui nous permet de traiter les séries temporelles pour faire, par exemple, des prévisions de demande. C'est fréquent qu'on utilise ce type d'approche dans le monde du retail pour chercher à prédire quels vont être les composants, enfin les produits qui vont être achetés dans les 7 jours, ou voire au-delà. Alors, la plateforme, elle a vocation à être utilisée par des profils, je dirais, experts, des data scientists qui vont vraiment utiliser cette plateforme pour essayer de gagner en productivité. Puis, on peut avoir aussi des profils un peu moins experts, des business analysts ou des data analysts qui n'ont pas nécessairement un PhD en data science et qui vont pouvoir construire des modèles de machine learning également. Alors, juste, je reviens là sur les données. Vous voyez qu'ici, on voit que DataRobot est à même de pouvoir reconnaître les différents types de données, si c'est des données qui sont catégorielles, numériques. Vous allez voir qu'on va intégrer le texte, on va utiliser le texte pour optimiser nos prédictions. Vous avez également la possibilité de rajouter des données, je dirais, géospatiales ou des données d'image, de type image. Pour chacune de ces variables, donc les colonnes de mon fichier Excel sont ici des variables, des features en anglais, eh bien, on va avoir pour les numériques eh bien, un certain nombre de caractéristiques statistiques comme le nombre de valeurs uniques, le nombre de valeurs manquantes, la moyenne, l'écart type, etc., etc. Je disais il y a quelques minutes que la plateforme a la vocation à être utilisée par différents types de profils experts, data scientist ou non data scientist. Par exemple, si je ne suis pas data scientist, je peux très bien appuyer sur ce gros bouton qu'on ne peut pas louper, le gros bouton Start, et lancer tout de suite la modélisation, lancer des modèles de machine learning. Maintenant, on peut également définir un certain nombre de paramètres, comme par exemple la façon dont on va structurer notre jeu de données. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je vais garder 80% du jeu de données pour entraîner mes modèles prédictifs, et puis je vais conserver 20% sur le côté pour voir si ces modèles se généralisent bien sur des données sur lesquelles ils sont entraînés au préalable. Vous avez également la possibilité de définir la métrique d'optimisation. Alors, la métrique d'optimisation, la métrique, elle permet de juger de la performance de votre modèle. Et comme nous, on va entraîner plein de modèles à la fois, le fait d'avoir une métrique, ça va nous permettre de les comparer les uns aux autres et de voir quel est celui qui est le plus performant. Donc, je vous propose, sans plus attendre, c'est d'appuyer sur ce gros bouton Start. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Donc,
en l'occurrence, on va entraîner un certain nombre de modèles. Alors, ces modèles, ils sont définis selon plusieurs caractéristiques. Déjà, la première, eh bien, c'est selon la nature du problème qu'on cherche à résoudre. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un problème de classification binaire. Donc, on va avoir des modèles qui vont être spécifiques pour traiter cette problématique. Et puis, on va tenir compte aussi des caractéristiques du jeu de données d'entrée, donc de sa taille, mais aussi des différents types de données qu'il compose. Par exemple, on ne va pas avoir les mêmes modèles si j'ai des images ou si j'en ai pas. Alors, je vais quand même prendre la petite minute qui va bien pour que vous puissiez voir en live ce qui se passe. Juste une précision, ces modèles, ils sont issus de librairies open source, les plus connues sur le marché, en tout cas celles qui sont majoritairement utilisées par les data scientists. Vous allez les retrouver, alors ça va apparaître d'ici peu. Voilà, on génère les modèles. Alors juste pour vous donner quelques noms qui vous sont familiers, on va utiliser des modèles Python. Alors là, par exemple, je vais zoomer, modèle Keras de Google. On a des modèles propriétaires avec le petit robot ici. On a des modèles XGBoost, le fameux XGBoost qui a permis de gagner un certain nombre de concours. On va avoir aussi des modèles… alors, attendez que je le retrouve. Attendez, ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est d'augmenter le nombre de workers. Alors, simplement, le worker, c'est le compute power. Donc, plus vous utilisez le worker, plus vous pouvez avoir de modèles qui tournent en parallèle. Donc là, en l'occurrence, quand je passe à 20, eh bien, j'ai 20 modèles qui tournent en parallèle. Alors, vous avez des modèles ici, like Gradient Boosted Trees de Microsoft. Vous voyez, tous ces modèles, on va les mettre en concurrence. Et finalement, par rapport à la problématique qu'on cherche à résoudre, les caractéristiques de nos jeux de données, on va pouvoir savoir quel est le modèle le plus performant. Si je vais ici, je dézoome dans le leaderboard, donc l'onglet modèle qui se trouve ici, je vais retrouver l'ensemble des modèles et celui qui apparaît en tête de liste tout en haut du tableau, c'est le modèle qui est jusqu'à maintenant le plus performant. Alors, on va laisser encore quelques secondes à DataRobot pour… voilà, donc je commence à voir les premiers résultats. Sachez que ici, j'ai ce tableau. Eh bien, je peux aussi regarder ce tableau selon d'autres métriques. Par exemple, je pourrais regarder selon la norme Gini et puis le classement peut varier. Ici, je reviens sur le log loss. Simplement, ce que je vous propose pour aller un petit peu plus vite, donc j'ai toujours les modèles qui tournent, c'est d'aller sur un projet qui est déjà finalisé. Donc ici, j'ai lancé ce même projet, donc j'ai entraîné les modèles et voilà, au bout d'une demi-heure à peu près, j'ai 129 modèles qui ont été entraînés, qui sont classés du plus performant en haut au moins performant. Si je clique sur un des modèles comme celui-ci, j'ai accès à ce qu'on appelle la blueprint. Alors, c'est quoi la blueprint du modèle? C'est finalement un peu ce qu'il compose. Alors, on part des données, on arrive jusqu'aux prédictions et puis on va voir, selon les différents types de variables, quels sont les traitements qui sont faits dans la plateforme et quel est l'algorithme qui est utilisé en bout de chaîne. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un modèle Python, un Gradient Boosted Trees Classifier. Si vous souhaitez savoir de quoi il s'agit, à chaque fois, vous pouvez cliquer dans chacune des box et vous avez accès à la documentation. Donc, un des piliers de DataRobot, c'est d'être parfaitement transparent. Alors que si demain, vous voulez construire ce même modèle en dehors de la plateforme, vous avez accès à l'ensemble des informations avec le code source, etc. D'accord? Vous avez également la possibilité, et ça plaît beaucoup aux data scientists, eh bien, c'est de customiser votre modèle. Vous allez, par exemple, quand il y a un traitement sur des variables de texte, enfin de catégoriel, comme ici, je peux très bien utiliser un autre traitement. Alors, par exemple, un traitement custom que j'ai moi-même testé. Donc, par exemple, j'ai un code Python en dehors de la plateforme que j'ai testé, je peux l'utiliser. Si, par exemple, je regarde ici les différents traitements possibles, je peux remplacer un traitement existant de ma blueprint par un nouveau traitement. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez récente dans la plateforme et qui permet de customiser ces différents modèles. Et ensuite, vous allez pouvoir, au même titre que les modèles qui ont été sélectionnés par défaut, eh bien, pouvoir juger de la performance de vos modèles. Alors, comment on juge de la performance des modèles? On va dans l'onglet ici « Evaluate » et on a accès déjà à un certain nombre de caractéristiques dont les data scientists sont familiers. Je pense à la courbe ROC, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la matrice de confusion. Donc, je vous rappelle, je me mets dans la peau d'un investisseur. Finalement, le modèle parfait n'existe pas.
je vais avoir un modèle qui risque de se tromper dans ses prédictions. J'ai deux types d'erreurs lorsqu'il s'agit d'une classification binaire. C'est le faux positif. Donc finalement, je prédis que le prêt va faire défaut, mais il ne va pas faire défaut. Ça revient finalement à louper des opportunités pour moi en tant qu'investisseur. Et puis, je vais avoir le faux négatif. Alors, le faux négatif, c'est peut-être un petit peu plus ennuyeux parce que là, en l'occurrence, mon prêt va faire défaut, mais moi, je ne vais pas le savoir et donc, je vais pouvoir investir dessus. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir juger de la performance des modèles. On a également tous ces scores dont les data scientists sont familiers pour juger de la performance. Ce qui est intéressant avec DataRobot également, c'est vraiment l'interprétabilité des modèles. Vous avez ici le feature impact, c'est quelles sont les variables les plus importantes pour ce modèle en particulier. On voit que, par exemple, le revenu annuel de l'emprunteur, le taux d'intérêt, le descriptif, c'est intéressant. Ça, c'était du texte libre, un champ de texte libre proposé au l'emprunteur. La durée du prêt également, le grade du prêt, etc., qui sont les variables les plus importantes pour prédire si, oui ou non, le prêt va faire défaut. Si je rentre un petit peu plus dans les détails, ici, j'ai accès à ce qu'on appelle le feature effect. Et pour chacune des variables, je vais pouvoir juger, selon les différentes valeurs, quel est l'impact sur mes prédictions. Donc là, en l'occurrence, ici, j'ai les différentes valeurs du revenu annuel de l'emprunteur. Ça va de 20 000 $ jusqu'à 180 000 $. Et ici, je vois en ordonnée le risque associé. Donc là, on voit bien que plus le revenu de l'emprunteur est faible, plus le risque est élevé. Ce qui fait sens d'un point de vue métier. Si je regarde le taux d'intérêt du prêt, plus le taux d'intérêt du prêt est élevé, plus le prêt est à risque. Alors ça, c'est intéressant. Par exemple, moi, je me suis posé la question, selon moi, intuitivement, est-ce qu'un prêt qui est court est plus risqué qu'un prêt qui est long? J'avais tendance à penser que c'était le cas, mais finalement, on voit que le modèle est plus risqué quand le prêt est plus long, donc là, en l'occurrence, sur 60 mois, sur 50, que quand il s'agit de 36 mois. Ça se justifie du fait qu'avec les aléas de la vie, il y a plus de risques qu'à un moment, la personne, l'emprunteur, soit plus à même de pouvoir rembourser son prêt. Donc ça, c'est typiquement des visuels. Ici, le grade, on voit que Lending Club fait bien le boulot. Quand le prêt on lui attribue la note A, il est moins risqué que quand on lui attribue la note G. Et ça, ce sont des visuels qu'on partage avec les gens du métier pour montrer comment le modèle se comporte, et ça les rassure. Voilà, ils comprennent que oui, le modèle, ça a du sens ce qu'il fait. C'est ce qu'on ferait nous aussi dans la vraie vie. Alors, juste avant de mettre un modèle en production, je vous montre qu'à chaque fois qu'on va faire une prédiction dans DataRobot, on va expliquer pourquoi cette prédiction. C'est-à-dire qu'on ne propose pas simplement un label, oui, non, un 1 ou un 0, le prêt va faire défaut ou pas faire défaut. On va également justifier pourquoi ce 1 ou pourquoi ce 0. Donc là, en l'occurrence, ma prédiction, il s'agit d'une probabilité, j'ai 75%, un exemple ici, j'ai 75% de chance pour que ce prêt fasse défaut. Eh bien, je sais pourquoi. Eh bien, je sais que le descriptif, il y a des mots, je pense qu'il y a la notion de business qui rentre en compte, qui fait qu'il y a un risque associé. Ensuite, le fait que employment title, que ce ne soit pas renseigné, on ne sait pas où travaille l'emprunteur. Donc, soit il veut cacher l'information, soit il est peut-être sans emploi. Donc, voilà, tout ça sont des facteurs de risque, le taux d'intérêt est élevé, etc., etc. Donc, au moment où vous allez faire vos prédictions, vous avez également un certain nombre d'informations qui vous permettent de prendre la meilleure décision en fonction de la prédiction, mais également des raisons qui justifient cette prédiction. Ce qui est intéressant avec DataRobot, c'est qu'une fois qu'on a notre meilleur modèle, en quelques clics, on peut le mettre en production. Donc, si je prends le meilleur modèle ici, donc qui est en tête de liste, je vais aller sur l'onglet Predict. Alors, j'ai pas mal de flexibilité pour mettre un modèle en production. Alors, si j'ai besoin de faire des tests ou si j'ai des demandes qui sont ponctuelles, je peux utiliser Make Predictions. Par exemple, là, voilà, j'ai chargé mon fichier Excel que je vous ai montré avec mes quelques lignes sur lesquelles je cherche à obtenir mes prédictions. Et puis, voilà, j'ai mon résultat. Voilà, je retrouve mon fichier. Je vois que les trois lignes, j'ai une sortie, un 0 ou un 1. Maintenant, si je cherche à opérationnaliser mon modèle, c'est-à-dire que je vais faire appel à mon modèle plus fréquemment, je vais aller dans l'onglet Deploy. Je précise juste que là, j'ai laissé en anglais, mais je regrette un peu, mais j'avais la possibilité de le mettre en français, mais j'ai oublié. Mais vous pouvez mettre la plateforme dans le langage qui vous plaît. Ici, voilà, Deploy, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir APIser mon modèle. C'est-à-dire que depuis n'importe quelle application métier, je vais pouvoir envoyer mes jeux de données
sur lesquels je vais récupérer mes scores, sur lesquels je vais pouvoir récupérer mes prédictions et éventuellement les justifications qui expliquent ces prédictions. Vous voyez, en un simple clic ici, voilà, je dépose ce modèle. Je vais donner quelques informations et dans quelques secondes, mon modèle va être en production et je vais pouvoir, donc depuis, comme ça a été présenté juste avant que j'intervienne, depuis l'application métier, comme Click, comme Tableau ou d'autres, eh bien, avec lesquels on est partenaire, eh bien, vous allez pouvoir consommer votre modèle et donc obtenir des prédictions. J'avance un petit peu. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans l'onglet Deployment, qui se trouve ici. Et là, je vais retrouver tous les modèles. Je vais juste actualiser pour voir si ça va bien. Donc là, je vous rappelle juste le cheminement. Hein. J'ai donc uploadé mon jeu de données, j'ai entraîné des modèles, j'ai sélectionné le modèle le plus performant, je l'ai mis en production. Maintenant, il est apaisable, c'est-à-dire que je peux l'appeler depuis n'importe quel type d'application métier. Et ici, je vais sur l'onglet déploiement et là, je retrouve tous les modèles que j'ai pu mettre en production. Alors, les modèles que j'ai, en l'occurrence, il y en a 49. Alors, les modèles que moi, j'ai mis en production ou alors les modèles qui m'ont été partagés pour que je fasse le suivi en temps réel une fois que le modèle est en production. Donc ici, on va retrouver un certain nombre d'informations. Donc, on associe une importance à chacun des modèles. Donc ça permet d'assurer un niveau de gouvernance qui soit optimisé. Et puis, on va voir qui est le propriétaire des modèles. Il peut y en avoir plusieurs s'il a été partagé. Depuis combien de temps ce modèle est en production. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que j'ai des modèles qui ont été construits en Python et des modèles DataRobot. Alors, j'ai des modèles construits en Python, mais j'ai des modèles qui sont également construits qui peuvent être construits avec du code Java ou du code R, ou peu importe la nature du code d'ailleurs. Ça veut dire que j'ai la capacité, dans MLOps, donc sur cette interface unique, de suivre, de faire le maintien en conditions opérationnelles de modèles construits dans DataRobot ou de modèles qui ont été construits en dehors de DataRobot, mais que j'ai rapatriés dans DataRobot. J'espère avoir été clair. Simplement, ici, je précise que donc, peu importe la nature en fait, du modèle que je monitore. Et ici, Prediction Environment, c'est-à-dire que ces modèles, je peux les consommer sur des serveurs DataRobot, mais pas seulement. Je peux très bien, par exemple, les consommer sur un Kubernetes ou sur Google Cloud ou sur Amazon, etc., etc. Finalement, je peux les consommer où je veux. Alors, je suis sur l'onglet gouvernance, je vais passer sur Prediction Health. Donc, juste, ce qui est intéressant, c'est que, donc, je répète, vous pouvez donc mettre en production des modèles construits dans DataRobot ou en dehors de DataRobot par des data scientists. Vous pouvez mettre en production ces modèles où vous le souhaitez, donc sur des serveurs DataRobot, mais pas uniquement. Et puis, vous avez la capacité ici d'assurer le monitoring de ces modèles. Alors déjà, vous allez pouvoir suivre le service Health, qu'on appelle en fait, c'est tous les indicateurs, je dirais, IT. Est-ce que vous arrivez à faire des prédictions? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Vous allez pouvoir également suivre le drift. Le drift, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a des décalages dans les données entre les données qui vous ont servi à entraîner les modèles et les données sur lesquelles vous faites des prédictions? Je m'explique. On a eu pas mal de drift ces derniers temps avec le Covid. Pourquoi? Parce que les usages avaient changé. C'est-à-dire, par exemple, dans le retail, je donne cet exemple-là, les gens n'allaient plus en magasin, mais faisaient la plupart de leurs achats sur Internet. Vous avez également la capacité de pouvoir suivre la performance des modèles. Si je regarde un modèle en particulier, donc un déploiement qui a été mis en production, si je vais dans Challenger, vous voyez que j'ai aussi la capacité avec DataRobot, c'est d'avoir un modèle en production, d'accord, de faire des prédictions avec ce modèle, mais également de simuler des prédictions avec d'autres modèles. D'accord? Et je donne par exemple l'exemple, vous avez un modèle qui a été construit par des data scientists, il est en production, vous avez entraîné des modèles DataRobot et vous cherchez à savoir si les modèles DataRobot sont plus performants ou pas que le modèle qui est en production, qui a été construit en dehors de la plateforme. Eh bien, vous allez pouvoir le faire avec cette notion de challenger modèle. Donc, vous allez challenger votre modèle en production. Si votre modèle challenger est plus performant que le modèle champion, celui qui est en production, en un seul clic, eh bien, vous allez pouvoir basculer de l'un vers l'autre, sachant que ça va être complètement transparent pour les utilisateurs finaux, c'est-à-dire que les gens qui consomment les prédictions. Voilà. Simplement, ce qui est intéressant ici, c'est que MLOps répond à trois problématiques majeures.
La première, c'est que peu importe la nature du modèle, finalement, on ne cherche pas à standardiser la façon dont on crée des modèles dans DataRobot, mais davantage à standardiser le pipeline de mise en production. Deuxième chose, c'est que vous gardez le contrôle sur les modèles qui sont en production. Donc, ça veut dire, en termes de conformité, s'il devait y avoir des problèmes, vous savez où a été le problème, quel était le modèle qui est incriminé, pourquoi il y a eu un problème. Vous avez également la possibilité de faire le suivi de ces modèles. Et s'il devait y avoir, je dirais, un problème au niveau de l'IT, un problème au niveau du data drift ou de la performance, vous êtes notifié et vous pouvez remplacer votre modèle avec un modèle qui a été entraîné sur des données plus récentes. Et puis, en dernier lieu, vous voyez ici, j'ai 49 déploiements actifs, mais sachez qu'on a des clients qui ont plusieurs centaines de déploiements actifs et l'interface permet justement de passer à l'échelle et donc de pouvoir de permettre aux entreprises de ne plus être simplement data-driven, mais plutôt AI-driven avec des modèles de machine learning à tous les niveaux de l'entreprise dans l'ensemble des organisations. Voilà, j'en ai terminé avec cette démonstration. Je ne sais pas s'il y a des questions, Régis. Oui, il y a des questions. Déjà, tout à l'heure, tu dis donc finalement les modèles, ils peuvent être soit dans la plateforme DataRobot, ils peuvent être en externe. Mais comment tu en assures le suivi? Comment DataRobot assure le suivi quand les modèles développés n'ont pas été développés dans la plateforme? C'est un bon point. En fait, on utilise des agents qui nous permettent de rapatrier les données de monitoring. Et donc, finalement, ça va être complètement transparent pour celui qui fait le suivi de ces modèles parce qu'il va avoir exactement l'ensemble de ces informations comme si c'était un modèle qui avait été construit dans la plateforme. Ok. Donc, c'est avec des agents, voilà, pour répondre à la question. Okay. Que tu viens déployer localement, quoi. Que tu viens déployer localement, qui contiennent les données de monitoring de ton modèle qui a été déployé en dehors de la plateforme. Yes. Petite question comme ça. Allez, je crois que la question qui est posée, c'est une question de compétences. Oui. Est-ce que on peut être parfaitement autonome pour construire un modèle de machine learning avec DataRobot, bien entendu, sans avoir un doctorat en data science? Bon, la volonté de DataRobot, c'est finalement, c'est de donner accès à l'intelligence artificielle au plus grand nombre. Alors, c'est pas l'idée, c'est quand même d'avoir des gens qui sont quand même qui ont une certaine appétence pour la donnée. Ça peut être des business analysts, des data analysts. Nous, on préconise aussi qu'il y a un suivi avec des data scientists comme moi qui vont aider, je dirais, ces personnes dans la mise en œuvre de ces cas d'usage. Et puis, tout au long de la plateforme, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais vous êtes tout le temps constamment guidé. Vous savez ce que vous devez faire. Et puis, il y a un certain nombre de garde-fous qui sont intégrés dans la plateforme qui vous évitent de faire les grosses erreurs. Donc, finalement, je dirais 100% autonome. Oui et non. Oui, dans le sens où on met tout en œuvre pour que vous le soyez, et non, parce qu'on préconise quand même qu'il y ait un petit peu de suivi de la part d'un data scientist pour éviter des problèmes majeurs. Alors, je te fais des synthèses des questions parce que Oui, ça je t'en commence prie. à arriver. Je vais faire une parenthèse, je pense, qui peut être pas mal. Tu sais faire du NLP avec… alors, peut-être définir le NLP pour tout le monde. Et puis, est-ce que DataRobot est capable de s'engager dans cette voie-là? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Je vais aller sur un onglet. Vous voyez que ça tourne toujours. Ce que j'avais lancé tout à l'heure, ça prend à peu près une petite demi-heure. Ici, dans ma blueprint, j'ai des variables de texte. Vous voyez Alors, peut-être avant, est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse du NLP ou tu veux que je la fasse? Alors, c'est Natural Language Processing. Donc, l'idée, c'est de faire du traitement du texte, Donc, c'est je dirais, comme une composante qui va vous permettre d'avoir des modèles prédictifs plus performants parce que vous allez considérer les données textuelles, c'est le cas de DataRobot, ou alors qui vraiment la construction d'une plateforme qui vous permet spécifiquement de faire de l'NLP, donc de traiter le texte. Alors, simplement, qu'est-ce qu'on propose dans DataRobot? On propose un certain nombre de choses. Sans rentrer dans les détails, pas mal de flexibilité. Vous allez voir que vous avez des blueprints qui intègrent ce traitement du texte. Donc là, en l'occurrence, on voit que pour les données de texte, pour chacune des variables, employment title, donc ça c'était où, travail l'emprunteur, URL, etc., le descriptif, on a ce qu'on appelle le auto-tune word and gram. C'est juste un traitement possible. Si moi je vais ici dans Composable AI,
ce qui me permet de modifier éventuellement, je dirais, les traitements. Si je clique ici, je vois que selon la nature de la donnée, donc là en l'occurrence texte, j'ai accès à un certain nombre de traitements qui sont des traitements NLP, comme par exemple l'analyse de sentiments. Je peux très bien, en utilisant TextBlob ou NLTK, ça c'est Microsoft, eh bien, faire de l'analyse de sentiments dans ma blueprint, dans le traitement de ma blueprint. J'ai également ici TinyBert qui est développé par Google, c'est un modèle préentraîné. J'ai également la possibilité d'utiliser du Word2Vec. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, oui, avec DataRobot, on fait du NLP et on fait du NLP pour, si vous avez des données de texte, pour, je dirais, améliorer la performance de vos modèles qui ne contiennent pas uniquement des données de texte. J'espère avoir été clair. Du coup, je pense que la transition est faite pour la question suivante, qui est de se dire finalement, en quoi utiliser DataRobot. Ça permet à l'informatique un lien plus fort avec la direction métier ou les directions métiers. Alors, c'est une bonne question. On discute souvent avec les gens de l'IT. Et finalement, alors tous ne sont pas aussi matures au point de traiter des problématiques d'intelligence artificielle. Enfin, du moins, ce n'est pas la demande du moment, mais ça deviendra. Et finalement, ils ont des gros problèmes de ressources. Donc là, avec l'automatisation, on va gagner en productivité. Donc ça, c'est intéressant. L'automatisation, vous avez vu, hein, j'ai appuyé sur le bouton Start et puis ensuite, c'est DataRobot qui a sélectionné les modèles. Ça, c'est une première réponse. Ensuite, avec DataRobot, vous pouvez, comme tu l'expliquais en préambule, hein, j'ai aidé Carrefour dans l'implantation de nouveaux magasins, j'ai participé avec Foyer sur le traitement des fraudes. On peut traiter mais tout plein de cas d'usage. Voilà, on est agnostique au secteur d'activité et aux organisations avec lesquelles on travaille. Donc, vous allez pouvoir, on peut travailler au niveau d'un service IT avec l'ensemble des organisations d'une entreprise. Je dirais que l'autre point, c'est que je l'ai dit pendant la démonstration, mais finalement, vous laissez libre les utilisateurs de DataRobot, ils peuvent être data scientists ou pas data scientists, ils vont pouvoir créer des modèles, mais peu importe la nature des modèles, soit ils les construisent dans DataRobot, soit ils les construisent en dehors de DataRobot, mais vous allez, avec DataRobot, pouvoir standardiser le pipeline de production et donc suivre sur une interface unique, ici, deployment, l'ensemble des modèles en production. Ce qui va vous permettre justement d'autoriser le passage à l'échelle qui, je pense, risque d'être un problème majeur au niveau de l'IT si vous n'êtes pas bien équipé parce qu'il va falloir à chaque fois, je dirais, tenir compte de l'origine des modèles et puis il va falloir pouvoir, je dirais, manager, monitorer en live parfois plusieurs dizaines, plusieurs centaines de modèles en même temps. Bon, et la vraie question qui tue, Ouais. ça coûte combien? Alors, pas autant en Moi, je argent, ne parle pas de prime. mais tu vas pas parler d'argent, mais la question va être évidemment, quel est le modèle économique? Est-ce que c'est au nombre de modèles? Est-ce que c'est au volume? Est-ce que c'est au compute? Comment ça marche? Ouais, alors très bonne question. Une des premières composantes, ça va être le nombre de workers. Donc en gros, plus vous avez de workers, plus c'est onéreux, on va dire, plus c'est cher. Ensuite, ça va être selon le nombre d'utilisateurs. Donc plus il y a d'utilisateurs également. Et en dernier, et pour finir, ça va être selon le nombre de déploiements actifs. Voilà. Donc, ça marche par palier. Donc, au début, on propose 5 déploiements actifs et puis après, on peut aller au-delà et vous avez un prix qui évolue en fonction. Je connais la réponse, mais du coup, on peut prédire le modèle qu'on va adopter avant qu'un client prenne la solution ou il faut voir au fur et à mesure? Alors, on dit que ce sont souvent les cordonniers les plus mal chaussés, mais ce n'est pas tout à fait vrai chez nous. On utilise de l'IA pour être plus performant et en particulier dans le suivi de nos opportunités, dans le suivi des clients avec lesquels on travaille. On réagit très vite quand on sent qu'il peut y avoir un problème potentiel parce qu'on a des modèles qui sont tout à fait fiables et qui, en plus, avec les explications, nous permettent d'orienter nos discussions avec ses prospects ou avec ses clients. Ça répond à ta question, la question? Ça répond bien à la question. Donc, il n'y a plus de questions dans le chat. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez en savoir davantage. On serait ravis de vous donner davantage d'éléments.
Merci. Le produit est bluffant. Tu vois. Merci beaucoup, Stéphane. Tout le monde vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve à très bientôt.